petit vocal sur la saison de Marseille et la saison de Ligue 1 qui s'est terminée hier soir. Voilà, il me semblait vous avoir dit dans une vidéo qu'à la fin de la saison, on ne terminerait pas européen. J'ai eu raison. Pour moi, cette 8e place, on ne méritait pas mieux, tout simplement, au vu de la saison qu'on a fait et ce match retour face de 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions qui nous a foutu en l'air notre saison, clairement. C'est de là où tout le bordel est venu avec les tensions dans le club entre les ultras et la présidence. Marcelino qui décide de partir du club, l'arrivée de Gattuso où ça se passe mal, et ensuite l'arrivée de Jean-Louis Gasset qui a fait ce qu'il a pu, mais bon, c'est peut-être un bon entraîneur, mais c'est pas un grand coach. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est plus forcément le niveau du joueur, mais l'entraîneur en soi, son système de jeu, sa vision de jeu, la tactique qu'il va mettre en place, qui change beaucoup de choses pour un joueur. Parce qu'après, il y a aussi le QI foot des joueurs qui rentrent en compte, et ça, c'est pas non plus négligeable. Mais s'il n'y a pas de coach derrière, t'as pas voir ton QI foot individuel, ça sert à rien. Donc, des fois, il y a de la bonne affinité, des joueurs qui se comprennent, qui font que ça sauve un peu un club sur une saison, sur une demi-saison. Puis le joueur il part, tu te dis merde, il était si important que ça. Donc en soi, il était même pas important. C'est que t'avais rien sans lui, t'as rien après lui, forcément qu'il était important. Mais c'est bête de penser comme ça. Voilà où on en était. Voilà comment était la saison dernière. Voilà comment s'est terminée notre saison 2022-2023. Voilà comment on prédestinait cette nouvelle saison, emplie de tourments et de problèmes. Comme l'a résumé un petit peu Étienne et un petit peu aussi Martin, on avait pas mal de notions négatives. On savait pas vraiment où on allait, on savait pas vraiment ce que l'avenir nous réservait. On sortait du coup d'un 3e tour préliminaire à la Ligue des Champions perdu. On sortait d'un enchaînement de coachs un peu délicat. Et surtout, on avait cette 8e place, non 6e, ou un truc comme ça, négative, donc sans Coupe d'Europe, qui ne laissait présager que du négatif, tant au niveau du recrutement, au niveau de l'effectif, au niveau des coachs et au niveau de tout ce qui faisait que nous sommes l'Olympique de Marseille. Le problème principal était, et comme l'a du coup soulevé mon ami Martin, que nous n'avions pas de base saine d'un coach qui pouvait générer quelque chose. On sortait de Jean-Louis Gasset et rien ne nous laissait présager qu'un nouveau coach talentueux pouvait arriver à l'Olympique de Marseille pour redonner un certain élan et faire en sorte que nous arrivions à un certain standing que l'on méritait. J'ai du coup fait ces 2 premières vidéos que vous avez j'espère vues avant de voir celle-ci, parce que celle-là est simplement la conclusion de mes 2 premières. Conclusion qui sera peut-être un peu plus courte, néanmoins le but serait juste de vous expliquer du coup en quoi ce bilan est nécessaire à faire en 3 parties du coup, et surtout en quoi cette fin de saison et ce début de saison n'ont rien à voir et montrent encore que nous sommes le plus grand club de France. Allez, c'est parti. Donc pour résumer un petit peu, dans la première partie, j'ai évoqué les bases que l'on avait au niveau de la saison dernière, le chantier que l'on avait laissé, que nous avaient laissé d'ailleurs les coachs et les membres de la direction qui composaient ce club, et ce sur quoi du coup on devait rester pour avancer sereinement avec ce club. J'ai évoqué les problèmes de la saison dernière en long, en large et en travers, inutile de le redire. Et dans la seconde partie, du coup, j'ai surtout évoqué les bases de l'effectif, plutôt, qui pouvaient faire en sorte qu'on pouvait avoir des choses intéressantes en allant un peu plus loin aussi au niveau du mercato, avec ce listing du coup de joueurs qui partaient, qui arrivaient, pour pouvoir se dire concrètement qu'est-ce que nous allions faire de ça. Comme l'a évoqué du coup mon ami Martin, le problème principal était que nous n'avions pas d'idée de coach concrète pour avancer quelque part, et qu'au 21e siècle,
ce qui fait que le football est toujours aussi spectaculaire selon nous, c'est que on a des coachs d'une grande renommée ces derniers temps qui nous poussent à regarder des matchs quand bien même les joueurs ne nous intéressent pas forcément. Parce que l'on sait que ces coachs-là ont une idée tellement forte du football que nous pouvons décemment regarder des matchs de joueurs qui, de base, auraient été assez neutres quant à notre jugement d'un match de foot. Là où je veux en venir, c'est que on avait pas mal de doutes. On savait très bien que voilà, ça allait être compliqué. On savait que on n'avait pas beaucoup de lest et on n'avait pas beaucoup de marge pour arriver quelque part, et on savait surtout que soit ça passait, soit ça cassait. Malheureusement, la saison dernière s'est cassée, encore une fois, dans le sens où on n'a pas rempli les exigences que l'on avait. On a fait une demi-finale de Coupe d'Europe, encore. On a challengé sur ce qu'on pouvait faire certains clubs, encore, mais on n'est pas champion. On ne ramène aucune coupe, ni nationale, ni internationale, européenne, si vous préférez. Et le problème principal était encore une fois le même. Les joueurs ne transcendaient pas. On n'avait pas de motif d'espoir sur certains joueurs qui pouvaient nous laisser dire « Ok, la saison prochaine, on va y aller ». Des Ndiaye décevants, des Rongier blessés, des Payet qui nous quittaient, mais surtout des moments précis de jeu où on se disait simplement « Qu'allons-nous faire de cela ?» Moi, je me suis dit quand même à un moment donné, bon, en faisant cette vidéo, il faut quand même que je donne des motifs d'espoir. Au moment où je tournais la première partie, d'ailleurs, je me suis dit, bon, je préfère prendre mon temps, voir ce qui va se passer, parce que j'ai pas envie de réagir à chaud et que ça se passe bien. Ou, à l'inverse, j'ai pas envie de réagir à froid et que ça se passe mal. Je pense que j'ai pris le temps, et je pense que maintenant, on peut se dire décemment qu'on va vers quelque chose d'intéressant. Comme vous avez pu le voir, les trois premiers matchs, se sont passés de la meilleure des manières dans le contenu du jeu. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit que ça s'est passé parfaitement, j'ai simplement dit que on a des motifs d'espoir décents quant au jeu que l'on pratique et de la meilleure des manières comparé à ce qu'on aurait pu prévoir. Oui, on n'a pas gagné tous nos matchs, 2 sur 3. Oui, on n'a pas été flamboyant du début à la fin, 1 sur 3. Mais on a des joueurs et des individualités qui sont sortis du lot. On a surtout un plan de jeu concret de la part de notre coach. Et on a enfin une volonté propre de tous les joueurs, par rapport à ce qu'on voit, d'aller dans le bon sens. Et une mentalité réinscrite de travailler ensemble pour aller vers un objectif commun. Le but, dans tous les cas, a toujours été le même. Avancer ensemble, droit au but. Mais le problème était qu'on avait, à un moment donné, pas les bons codes pour arriver là où on voulait arriver. On ne savait pas où on voulait arriver ensemble. On ne savait pas si on pouvait y arriver ensemble. On avait un amas d'individualité, on avait un amas de volonté propre de joueurs qui voulaient faire les choses, mais pas ensemble. Regardez, il y a quelque chose de très simple. Dans la dernière chose que vous a dit mon collègue, c'est qu'on avait... Je sais que des fois, un joueur, on le prend pour un joueur incroyable, à proprement parler des fois, parce qu'on n'a rien avant. Mais quand il part, on se rend compte qu'en fait, on n'avait rien après. Et que c'était pas le joueur, en fait, qui ressortait du lot, c'était simplement le fait de ne rien avoir à sa place qui faisait qu'on se disait « Oh, le joueur est incroyable », alors que non. J'ai envie de mettre là-dedans un exemple et un contre-exemple. D'un côté, Aubameyang. L'année dernière, l'attaque reposait exclusivement sur lui. Et les dirigeants l'ont bien vu parce qu'ils se sont dit, ok, et bah plutôt que d'avoir un joueur qui met 30 buts, on va avoir 3 joueurs qui mettent au minimum 10 buts, voire 15 buts. Comme ça, les adversaires ne vont pas devoir prendre qu'un seul joueur, mais surtout, les attaquants ne vont pas devoir se sentir obligés de marquer beaucoup de buts, parce que dans tous les cas, le collègue va en marquer. Le contre-exemple, c'est Harit. On n'avait rien à voir Harit, et j'ai envie de dire qu'on n'aura rien, plus ou moins, pendant qu'Harit est là. Non pas que je le disrespecte. J'aime beaucoup Harit, et j'aime beaucoup le potentiel, encore une fois, même s'il a déjà 26 ans, pratiquement, qu'il peut avoir. Mais je dis simplement que Harit, à l'heure actuelle, n'est pas le joueur qu'il devrait être, alors qu'il est là.
Il est là, il est présent. Il montre des belles choses, oui. Il a un bon rendement actuel, oui. Mais c'est encore trop peu pour un joueur que l'on devrait qualifier de top à son poste. Harit devrait être un 10. Mais il joue encore comme un ailier de percussion plus ou moins. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de stats offensives. Hormis là, encore une fois, le début de saison. Encore une fois, oui. Mais pourquoi je le prends à partie? Parce que ça symbolise, encore une fois, tout le problème. C'est que Harit, sous un coach qui le laisse jouer comme il doit jouer, est un nouveau joueur. Alors que c'est le même joueur. D'où l'importance du coach. Pour continuer, pour évoquer du coup ce début de saison-là. On avait des bases saines qui ont été entamées dès le début avec le départ de Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset qui a d'ailleurs dit à un moment donné, je ne me rappelle plus à quelle occasion, qu'il dirait personnellement à la direction les joueurs qui méritent de rester. Encore une fois, le tonton ne s'est pas trompé. Parce que beaucoup de joueurs sont partis et beaucoup de joueurs qu'on ne pensait pas partir sont partis. Et ça, c'est important. On voit des Vertou qui sont partis alors que Vertou était peut-être un des meilleurs Olympiens les saisons dernières. On voit des Kondogbia qui étaient sur la balance mais qui a montré que non, j'ai fait une mauvaise saison, je veux me rattraper. Donnez-moi la confiance et vous verrez que vous ne serez pas trahi. On voit aussi que de l'autre côté, au niveau des joueurs recrutés, on est sur un tout nouveau schéma. On n'a plus la volonté de recruter des vieux briscards, des joueurs à relancer, etc. Non. On veut des promesses. On a un coach jeune. On a un effectif jeune. On a des volontés jeunes. Oui, on veut la Ligue des Champions. Oui, on veut jouer le podium de Ligue 1, voire être champion. Mais on sait aussi que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Je veux pas qu'on se dise dès le début, voilà, là maintenant, hop, conclusion, pompez up, on va tout gagner. Non, ça va prendre du temps. Voilà pourquoi il faut garder son calme et être plutôt dans la volonté de accompagner les joueurs. On l'a vu sur le dernier match. On l'a vu sur le dernier match contre Toulouse où c'est très facile de nous contrer quand c'est bien géré. Notre 3-5-2 plus ou moins, ou 3-4-2-1 si vous préférez, est très facilement contrable quand les joueurs se mettent de sorte à ce qu'il y ait un miroir dans la largeur, bloquer les premières transmissions, et ne pas laisser assez de profondeur pour Wai qu'il aille en profondeur. C'est très facile. Néanmoins, on a aussi un entraîneur qui sait s'adapter. Un entraîneur qui s'est dit, ok, comment faire pour lâcher un petit peu du lest sur ma volonté de jouer court et relancer dans les espaces. On amène un joueur dans la surface de jeu adverse de la première relance pour faire en sorte qu'il y ait plus de densité au milieu de terrain et de faire en sorte que du coup ce joueur-là se sente obligé de faire un choix. Soit aller sur le porteur du ballon, soit prendre ce joueur-là supplémentaire. Et donc libérer un espace, aller directement après en, comme j'aime l'appeler, fulgurance. C'est-à-dire une touche de balle, tac-tac, côté, centre, but, finito. La différence totale qui se fait entre la saison dernière et cette année, c'est que les joueurs se font confiance. Je pense faire une vidéo sur ça parce que la confiance dans le football est l'argument principal à la bonne gestion d'un joueur. Luis Enrique. J'ai un collègue que je ne nommerai pas, même s'il se reconnaîtra, qui a toujours cru en ce joueur depuis le premier jour. Alors que je lui disais en long, en large et en travers que ce joueur était un saltimbanque. Voilà, il faut le dire, j'avais des mots très durs à l'égard de Luis Enrique. Ne m'en voulez pas. Je ne suis qu'un homme, avec mes problèmes et mes faiblesses. Mais je me suis dit à un moment donné, il faut reconnaître les choses comme elles le sont et regarder les choses en face. Luis Enrique fait un très bon début de saison. Dans le jeu surtout, et dans la volonté de jouer. L'entraîneur a dit quelque chose d'intéressant. Luis Enrique est un joueur que l'on aime entraîner parce qu'il fait ce qu'on lui demande de faire. Il va là où on lui demande d'aller. Et quand tu as un coach qui te laisse faire ce que tu dois faire et qui te garde en tête l'idée de jeu et que tu prends cette idée de jeu sans avoir de l'ego en se disant « Non, moi je vais être comme ci, moi je vais être comme ça, moi je vais dribbler, moi je vais tirer. » Non,
tu gardes ce petit côté-là, la passe qu'il fait sur Greenwood, sur ce premier but, la finition est incroyable, certes, mais la passe sur le premier but. Les mouvements qu'il a sur son côté gauche. Les passes décisives qu'il a actuellement. Oui, Greenwood, il a 5 buts. Luis Enrique, c'est 2 buts, 3 passes décisives, je crois. Ou 4. On parle pas là de Harit à la limite, qui a déjà 2 passes décisives, je crois, et un but. On parle pas là d'un Vitinha ou... Bah, je suis de Marseille. Bah, l'ancien de Marseille. On parle d'un Luis Enrique, un joueur qui était considéré comme étant un joueur mid, plus ou moins. Et ça me rend heureux. Pour terminer, parce que comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas vocation à être longue, j'ai déjà dit pas mal de choses dans mes 2 dernières vidéos. Là, c'est simplement un bilan et une introduction à cette nouvelle saison. J'aimerais dire que je suis fier de supporter de l'Olympique de Marseille. Oui, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Oui, on a fini derrière Lyon qui ont fait une remontée magistrale au classement la saison dernière. Mais on a l'ADN. On a cet ADN-là de club qui se reconstruit patiemment et sereinement. On n'a pas un joueur qui joue avec notre argent de manière disproportionnée. On a sur des joueurs en surpayant leur valeur. On n'est pas un club État. On n'a pas une qualification miraculeuse en Ligue des Champions qui nous pousse à faire des choix qui vont peut-être nous retomber dessus plus tard. Et pour finir, on n'est pas un club qui est voué à disparaître dans quelques années si les finances continuent d'être ce qu'elles sont. Je ne vise personne, je ne suis qu'un supporter. Mais je vise surtout mon club qui, je pense et j'espère, fait les bons choix quand on doit les faire. C'était Sanka et les acolytes.